Vous êtes sur l'épisode 130 et mon invité du jour est Omar Amrani. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Jean-Christophe Saunière, associé du cabinet PwC, co-auteur du livre blanc Innovation collaborative et propriété intellectuelle, avait dit en 2012 « D'ici 2017, plus de 50% des projets d'innovation menés par les entreprises seront basés sur l'innovation collaborative. » Aujourd'hui, je reçois Omar Amrani, qui est à la tête de la Factory. C'est une entreprise marocaine située en plein technopark et qui aide sous la forme un peu de la station F en France ou encore du quartier de l'innovation à Montréal. Donc, aide les startups justement pour prendre leur envol. Les raisons majeures qui portent les startups justement à se diriger vers ce type d'entreprise-là, vers ce type d'incubateur-là, c'est simplement, premièrement, d'accéder à des savoir-faire ou des compétences complémentaires, à développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, à réduire le time to market, le temps pour amener leur idée directement sur le marché, ou encore partager les coûts et les risques reliés, évidemment, à la R&D. Et aujourd'hui, avec notre invité Omar Amrani et mon co-animateur Karim Benkmis, eh bien, on a parlé avec Omar de l'innovation collaborative, évidemment, mais de comment ça se passait concrètement au Maroc, comment c'était pratiqué et comment c'est pratiqué spécialement à l'intérieur de la Factory. On a parlé aussi des atouts que cette nouvelle intelligentsia marocaine apporte aux startups et Omar nous a donné pour l'exemple plusieurs cas de success story avec des startups qui fonctionnaient vraiment bien. On a regardé également du côté des avantages qu'une start-up puisse passer par ce lieu mythique qui est devenu maintenant un lieu mythique qui est la Factory au Maroc. Et sinon, également, on a parlé des conseils que Omar donnerait justement aux start-up en tant que gestionnaire de la Factory pour justement les aider à ce qu'ils s'intéressent davantage à l'innovation collaborative et aux nouvelles idées disruptives. Donc, c'était un sujet vraiment très, très passionnant qu'on a abordé avec Omar Amrani et mon co-animateur Karim Benkmis, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, avant de vous laisser avec cette entrevue, j'aimerais d'abord vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Alors, Production Extrême, c'est une entreprise familiale située au Québec, à Granby au Québec, et qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Il est le gestionnaire de la Factory située en plein technoparc au cœur de Casablanca. Je vous présente le seul et unique Omar Amrani. Alors, on est avec Omar Amrani. Bonjour Omar, merci beaucoup d'être sur l'Accélérateur, c'est super apprécié. Merci beaucoup Marco, je suis ravi d'être avec vous. J'ai découvert l'émission récemment, ton émission récemment, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand j'ai reçu l'invitation, ça m'a fait plaisir, surtout que moi j'ai
Voilà, j'étais au Canada, j'ai habité au Canada, donc ça m'a rappelé Ah, OK. de bons souvenirs et donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Ben, merci beaucoup et bienvenue également à Karim, notre co-animateur pour ces hors-série Africa comme à l'habitude. Alors, bonjour Karim. Bonjour Marco, bonjour Omar, très content d'être avec vous encore une fois et d'accueillir une personne de valeur et qui nous en dira plus sur elle et sur ce qu'elle fait et sur l'entité qu'elle drive. Très heureux d'être parmi vous. Voilà. Aujourd'hui, alors, on va parler d'innovation collaborative puisque, comme on le sait, c'est le moteur de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Alors, on veut savoir un petit peu comment c'est pratiqué du côté du Maroc, Omar, comment c'est pratiqué et par quel type d'entreprise c'est pratiqué cette innovation-là? Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très, très importante au Maroc et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Cette innovation collaborative, en fait, elle part du principe qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est admis un peu partout dans le monde. L'image du savant fou qui innove chez lui tout seul, qui sort un concept de nulle part, c'est vraiment un mythe aujourd'hui qui est dépassé. L'innovation, on la conçoit plus aujourd'hui comme quelque chose qu'on fait en interne chez soi ou tout seul. C'est vraiment un processus extrêmement collaboratif. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'intelligence collective permet de produire plus rapidement, de produire de manière plus pertinente des solutions qui sont adaptées au marché qui, de toute façon, changent tout le temps et de plus en plus en rupture avec les nouvelles technologies, etc. Donc, répondre à tous les défis du 21e siècle en innovant tout seul, ça marche pas. Donc, il faut vraiment profiter de toute l'intelligence collective pour y arriver. Et c'est ce que vous faites donc à la factory qui est présente au Maroc, qui est un peu l'équivalent de la station F en France ou encore du quartier d'innovation à Montréal. Donc, c'est un peu le pendant marocain, en fait, de ces deux structures-là qu'on connaît bien ici et à Paris également. C'est ça? Alors écoutez, moi je suis content de la comparaison, même si en fait on n'est pas on est à par exemple si on prend la station F, c'est vrai que c'est un incubateur d'incubateurs et c'est un écosystème en soi. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents au sein même de l'espace qui est quand même gigantesque. C'est une gare. Ouais. Nous, à la Factory, c'est plus modeste. On n'a pas autant de superficie. Mais c'est vrai qu'en termes d'écosystème autour, on peut le comparer effectivement à ces acteurs que vous venez de citer, donc la station F et puis à Montréal. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est que on essaie de démocratiser la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat à travers l'open innovation. Et donc, l'open innovation, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est l'innovation collaborative qui permet de mettre en relation des grands groupes, des grandes sociétés, des grandes institutions, qu'elles soient privées ou publiques, avec les startups, avec les entrepreneurs. Et ça, on a bien sûr plusieurs programmes pour réussir cette démarche. Intéressant. Monsieur Karim? On va basculer sur la deuxième question. Omar, en comparaison avec les autres pays africains, comment le Maroc se positionne-t-il aujourd'hui vis-à-vis de l'ouverture sur l'Afrique? Nous sommes d'abord africains. Et quels sont les atouts de cette nouvelle intelligentsia marocaine? Des exemples de success stories ayant percé à l'international, des success stories marocaines qui te viennent à l'esprit? Oui, effectivement, là aussi, on est bien positionné dans cette. Il faut savoir quand même que c'est assez nouveau. On parle des 4-5 dernières années où ça a vraiment commencé. On a commencé à parler de plus en plus de ces mots-là, innovation, start-up, etc. C'est devenu un peu des buzzwords. Mais aujourd'hui, on a compris que vraiment, c'est toutes ces notions autour de l'innovation, c'est plus des mots à la mode. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être stratégiquement implémenté partout. Et donc, je pense que le signal, en tout cas au Maroc, si on devait comparer ce qui se passe au Maroc avec d'autres pays africains, même si là aussi, il y a beaucoup de différences entre
différents pays. Le Kenya, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, etc. Mais grosso modo, si on devait dire un peu comment se positionne le Maroc dans ces écosystèmes-là, je dirais qu'il a une position très très intéressante du fait que déjà dans sa stratégie géopolitique, le Maroc est une porte d'entrée aussi bien pour les pays du Nord pour accéder au marché africain que vice-versa, que c'est aussi un modèle de développement qui peut permettre d'inspirer ou en tout cas de renforcer la collaboration sud-sud pour justement maintenir les populations chez elles et développer ça pour endiguer tous les problèmes migratoires qu'on connaît, etc. Donc, il joue un rôle de carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Et justement, comme on se positionne aussi sur l'open innovation, on parle d'open innovation pas simplement avec les grands groupes privés, mais aussi en termes d'institutions. Voilà, donc des groupes comme la Royal Air Maroc, par exemple, avec qui on a travaillé, ce sont des groupes qui sont implémentés marocains, qui sont implémentés en Afrique, qui sont très présents. Donc, par exemple, pour ne citer que cet exemple, c'était un programme d'Open Innovation africain. Donc, on est parti chercher les entrepreneurs, les startups aussi bien du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, pour essayer de produire des solutions à l'ensemble des voyageurs de la compagnie à l'échelle africaine. Donc, voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Et puis, effectivement, de tous ces programmes, forcément, il y a des success stories qui commencent à sortir, des startups qui commencent à performer. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Un exemple d'une émotion d'une entreprise qui t'a marqué au niveau de sa scalabilité, qui a fait à l'international, une entreprise marocaine ou africaine, hein, donc parce que. Il y en a plusieurs. Hein. Comme ça, si je devais sortir comme ça de tête. Il y a comment elle s'appelle, c'est Ways to Cap, Niama Bassouni qui a mis en place une plateforme qui permet d'améliorer les échanges commerciaux entre les pays africains, entre le Maroc et d'autres pays. Et puis voilà, c'est une startup qui a quand même réussi à lever des fonds à la Silicon Valley, qui est revenue au Maroc et qui a continué à travailler justement dans son pays et continue à produire de la valeur sur le pays, sur le continent. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a Dabadoc, qui est une plateforme de prise de rendez-vous de médecins, qui est là aussi en train d'attaquer le marché africain. Et, franchement, les success stories commencent de plus en plus à apparaître. Et nous, ça nous fait plaisir parce que ce n'est qu'en ayant des success stories qu'on peut inspirer les autres entrepreneurs, en tout cas les autres aspirants entrepreneurs, à eux aussi se lancer dans l'aventure. Concrètement, Omar, comment ça se passe un parcours d'une start-up qui rentre, qui veut se joindre à la factory? Comment ça se passe? C'est quoi les avantages qu'ils peuvent avoir à se joindre à la factory et comment ça se passe concrètement le parcours de A à Z d'une start-up qui est chez vous? Écoute, Marco, en fait, l'idée, c'est que justement, nous-mêmes, à la Factory, nous sommes une start-up. C'est-à-dire qu'on a un concept qui est innovant, c'est vraiment l'approche est intéressante. Et donc, nous, en tant que start-up, déjà, on a eu la chance de collaborer avec des grands groupes, aussi bien nationaux, des champions nationaux, typiquement voilà la Royal Air Maroc, l'ONCF, privé ou public, Tijari, CIH, tous les grands noms, aussi bien dans la banque, dans les télécoms, dans l'industrie avec l'OCP. Donc en fait cette collaboration nous a permis vraiment de nous positionner aujourd'hui en tant que connaisseurs de l'innovation, en tout cas d'acteurs de l'innovation. Et aujourd'hui, on a le rôle de tiers de confiance, justement, comme on a beaucoup travaillé avec les grands groupes, on a de bons retours d'expérience à partager avec les autres startups. Et donc, on a bien compris que si on veut améliorer cette collaboration, faire de l'open innovation, il faut peut-être justement venir chez nous
pour qu'on puisse donner à la startup les petites astuces, les pièges à éviter, tout ce qui concerne vraiment la préparation de cette collaboration en amont, pour que ensuite, une fois qu'on fait du matchmaking entre les startups et les grands groupes pour vraiment faire collaborer ces deux entités-là, on essaye de préparer aussi bien les startups que les grands groupes à cette collaboration. Donc, pour répondre à ta question, concrètement, c'est quoi le parcours? Une startup, quel que soit son stade, si elle a une solution qui est à peine en mode prototype ou elle a une solution qui est déjà sur le marché, peu importe, elle vient nous voir et nous dit, voilà, moi j'ai telle solution-là. J'aimerais la présenter à tel grand groupe, par exemple. Je pense que ça peut être intéressant pour ce grand groupe de tester ou d'adopter notre solution. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse un petit peu justement cette solution-là. On fait des entretiens. D'abord, on fait bien sûr, c'est un programme, hein, donc on fait un appel à candidature. On essaye de récolter déjà un petit peu toutes les solutions en ligne. Et puis, lorsqu'on voit qu'il y a des profils intéressants et des solutions intéressantes, là, on la contacte. La startup vient nous voir. On fait des entretiens en one-to-one. Et on essaie vraiment de voir qui est l'entrepreneur derrière la solution. Parce que, comme tu le sais, Marco, il ne suffit pas juste d'avoir la solution innovante. Il faut aussi que la personne derrière ait le bon mindset et le bon profil entrepreneurial. Définitivement. Et donc, on essaie vraiment de jauger tout ça. Et lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, là, on travaille vraiment avec eux, on les accompagne, et gratuitement, hein, ça c'est important de le dire. On les accompagne. La startup ne paye absolument rien. Nous, on pense que justement, la startup, si on veut maximiser les chances de réussite de ces startups, il faut pouvoir les accompagner qualitativement, mais gratuitement. Et c'est le modèle, l'originalité de notre modèle, c'est que justement, c'est ces grands groupes-là qui financent cet accompagnement. C'est les grands groupes qui nous payent, nous, pour les accompagner. D'accord? Et nous, notre engagement, c'est pas en termes de résultats, on va dire, combien on a présenté de startups, etc. Non, c'est vraiment le sourcing qualitatif de la culturation digitale et d'être voilà, disons un accompagnateur bienveillant et de partager vraiment l'expertise d'un écosystème qui est en train de grossir de plus en plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse confiance aujourd'hui qui n'est pas venue pour rien pour la Factory, parce qu'elle a des résultats. Et puis voilà, les startups sont contentes, il y a pas mal de success stories derrière la Factory. Les gens qui sont derrière la Factory eux-mêmes sont une success story, qui sont notamment Scrindy, qui est l'une des plus grosses entreprises aujourd'hui africaines qui ont pu créer une plateforme de développer des applications pour des novices. Hein. Si je ne me trompe pas, hein, Omar, tu me confirmes la chose. Donc voilà, c'est d'abord géré par des personnes qui ont eux-mêmes connu des difficultés, qui ont connu des parcours chaotiques pour arriver à des résultats tangibles. Mais c'est qu'à force de travail et qu'à force d'intelligence collective qu'on y arrive. Et ce qui m'amène, moi, à ma quatrième question, Omar. Quel conseil avisé donnerais-tu en tant que gestionnaire de la Factory, tout d'abord aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est important, puis aux entreprises marocaines que tu viens de citer et celles qui ne sont pas encore à la Factory et qui s'intéressent à l'innovation et aux nouvelles idées disruptives? Que dirais-tu éventuellement par rapport à ces jeunes qui nous écoutent et aux entreprises qui seraient intéressées par l'open innovation? Merci. Merci pour la question. Oui, Karim. En fait, tu as effectivement deux parties qui doivent s'intéresser à tout ça. Effectivement, l'entrepreneur aujourd'hui doit pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent à lui. Aujourd'hui, vraiment, la Factory, on n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a d'autres acteurs. Ça nous fait plaisir. Ces autres acteurs, on ne les voit pas du tout comme des concurrents, mais au contraire, c'est plutôt des partenaires, des collègues et que vous recevez. Et qu'on essaie de rassembler, qu'on essaie de fédérer autour de tout ça, tout à fait. Donc, nous, le conseil que moi, je donnerais à
aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs, ceux qui hésitent encore. Je pense que le momentum est très très bon pour entreprendre, pour lancer sa startup, parce que tout simplement il y a une très très bonne dynamique. Beaucoup de choses se font, aussi bien les initiatives privées que publiques. Comme tu le sais, il y a le fonds Innovinvest qui est là quand même avec pas mal de centaines de millions de dirhams pour soutenir cet écosystème. Il y a l'Agence du développement digital qui est soutenue au niveau du ministère qui est là aussi. Et puis voilà, les accompagnateurs, les structures d'accompagnement, il y a des subventions qui se donnent. Il y a de plus en plus de grosses entreprises aussi. Voilà, et donc c'est très très important de saisir ces opportunités-là et de ne pas être freiné par la peur de l'échec, par ce que les gens disent autour de nous, parce que tu sais, au Maroc, on a quand même cette culture-là, je pense, qui est héritée un peu de la culture française, c'est que Oui. C'est la peur de l'échec, c'est qu'on nous a éduqués à ne pas accepter l'échec. Et donc, y a-t-il un échec d'abord? Est-ce qu'aujourd'hui, l'échec, voilà, c'est ça, l'échec est une expérience, au contraire, c'est un exercice. Hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Hein. Au contraire, on en grandit. C'est exactement ça, Karim. Tu as parfaitement raison. Nous, on est vraiment dans une démarche très anglo-saxonne plutôt. Le capital expérience égale capital échec. C'est comme le disent là-bas les investisseurs. Quand un investisseur à la Silicon Valley, il te voit, il te dit d'abord combien tu as eu d'échecs dans ta vie d'entrepreneur. Et si tu lui dis aucun, ben il te dit bon, merci, au revoir. Ah ouais, l'histoire de Airbnb, par exemple. Donc, il y a pas mal d'histoires assez cocasses. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le concept. Tout à fait. Les exemples sont illimités pour atteindre tout ça. Et donc c'est vraiment ça le conseil. C'est n'écoutez pas ce que les autres, les personnes qui sont soi-disant qui vous veulent du bien, qui vous disent non, t'es fou, arrête, garde ton emploi et sécurise ta vie. Au contraire, je pense que les entrepreneurs, s'ils veulent entreprendre, c'est d'abord parce qu'ils ont une mission, ils sentent qu'ils peuvent apporter des choses et il ne faut pas les freiner. Donc aujourd'hui, l'écosystème est là pour soutenir tous ces entrepreneurs. Maintenant, pour la deuxième question, enfin pour le volet corpo, ça rejoint un petit peu la première question que Marco m'avait posée, c'est que pourquoi l'innovation collaborative? Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes sont challengés par des startups. La disruption est partout. On peut dominer le marché, avoir le monopole même si on veut, mais du jour au lendemain, on se retrouve complètement disrupté par un concept qui vient d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et donc, ils sont obligés maintenant, au lieu de voir les startups comme des menaces, les grands groupes devraient plutôt les voir comme des collaborateurs pour innover ensemble. Alors, en fin de compte, moi, je viendrai à la citation qui dit « Ce n'est pas le plus gros qui mange le plus petit, mais c'est le plus rapide qui, en fin de compte, qui dépasse le plus lent. » C'est ça. Maintenant, l'agilité de la start-up en elle-même, on le voit dans des pays anglo-saxons, qui carrément vont récupérer des startups leur agilité pour insuffler cette culture, disons, allez, on est quand même quand on bosse sur l'entreprise, on est lent, les process et tout, l'agilité de la start-up permet à faire avancer les choses en termes de développement, en termes d'innovation. Et ce n'est qu'un plus pour l'entreprise. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans une concurrence féroce et celui qui innove le plus, c'est aujourd'hui celui qui réussit le plus. Hein. C'est exactement ça, Karim. Et donc, effectivement, cette innovation n'est pas seulement pour co-construire des solutions innovantes, mais c'est aussi une manière de s'acculturer pour la corpo qui va collaborer avec la startup. Elle va vraiment comprendre un petit peu comment fonctionne l'agilité de la startup et se l'accaparer pour vraiment faire tomber toutes les procédures lentes qui sont traditionnelles chez le grand groupe. Et moi, pour avoir collaboré avec plusieurs grands groupes, ce que je constate, et ça c'est une excellente chose, ce que je constate, c'est que les grands groupes commencent de plus en plus à recruter des profils d'anciens start-upers. Et c'est eux qui s'occupent justement de tous les process de transformation, justement de mise en avant du concept d'open innovation. Et ça, pour l'avoir vu de mes propres yeux chez des grands groupes qui font ça maintenant, et ils y arrivent très très bien.
Parce que si on veut vraiment se transformer, transformer ses habitudes et tout ça, il faut quand même recruter des personnes qui sont dans le terrain et qui connaissent tous ces sujets-là. Donc, c'est out of the box et oser. Donc, c'est ça. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Parce que rester avec une idée dans la tête et ne pas oser pour X raisons, c'est passer à côté, entre guillemets, de sa vie. Hein. Parce que des fois, voilà, donc pour être épanoui, aujourd'hui, on est en quête de sens. Et on le voit bien avec cette génération millénium et la génération Z. C'est ça, hein, c'est la quête de sens. On n'est plus là pour manger, si on ne s'y retrouve pas, si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, on est convaincu. Je pense qu'on passe à côté de sa vie. Hein. Tu as raison, Karim. Tu as raison, Karim, de parler de ça, parce que l'une des choses qu'on raconte beaucoup à la Factory lorsqu'on reçoit justement des aspirants entrepreneurs ou finalement toute personne qui est intéressée par ces sujets-là, Mehdi a souvent l'habitude de donner cet exemple où il dit que finalement, quand il est parti à la Silicon Valley, il a vu que finalement les entrepreneurs là-bas n'avaient absolument rien d'exceptionnel par rapport à ce que lui voyait autour de lui au Maroc. C'est-à-dire, il a comparé un petit peu le talent des entrepreneurs marocains avec le talent des entrepreneurs américains. Mindset. Il a dit, on peut faire aussi bien, sinon mieux. Et il a juste été jaloux de voir qu'à la Silicon Valley, par contre, là-bas, ils peuvent lever facilement des millions de dollars. Et qu'au Maroc, on galère encore, justement. C'est le seul, et c'est peut-être même ça qui l'a poussé, en tout cas, je pense que c'est vraiment ça. C'est peut-être ça qui l'a poussé aujourd'hui à créer la Factory pour vraiment être un outil de support aussi bien en termes d'accompagnement au niveau de la démarche qu'en termes de financement, etc. Parce que, voilà, j'ai peut-être pas dit, mais la Factory est aujourd'hui une structure labellisée Caisse centrale de garantie. Donc, on a la confiance d'une structure publique pour pouvoir avoir toute l'autonomie et le pouvoir décisionnel d'attribuer des subventions aux startups que nous jugeons intéressantes et innovantes. C'est pas tombé du ciel, il y a eu beaucoup de travail derrière aussi. Hein. C'est intéressant de le citer, parce que c'est des hommes et des femmes qui font la Factory. C'est toi, c'est Mehdi, donc Mehdi Alaoui, qui est le CEO de la Factory. Et moi, pour l'avoir vu de mes propres yeux, j'ai été emballé. J'étais emballé parce que j'ai vu. Je le dis pas parce que voilà, ce que j'ai vu à la Factory, que ça soit les start-upers qui venaient, tout sourire, tout épanoui. C'est très important de le dire parce qu'il y a l'expression non verbale qui dit beaucoup de choses. Aussi, j'ai vu le dynamisme des experts qui venaient donner de leur temps. J'ai vu les entreprises, les gros comptes qui venaient pour faire des événements. Sans citer le nom dernièrement, voilà, donc avec tout l'écosystème qui venait avec, j'ai vu ça. Et bravo, hein, bravo, parce que c'est redonner l'espoir. Et je pense que utiliser ce terme-là, l'espoir est parfois la planche de salut. Moi, je dirais juste une chose. Aujourd'hui, peut-être ce qui manque au Maroc, c'est l'union sacrée. C'est vraiment l'union sacrée des institutionnels, c'est savoir se faire confiance et de dire qu'on peut avancer ensemble au-delà des idées, mais réellement dans les réalisations et qu'on peut aller très, très, très loin, très, très loin. On n'a rien à envier aujourd'hui aux pays développés. On est dans un village mondial où tout se sait grâce aux réseaux sociaux, où tout se partage. C'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui d'économie circulaire, qu'on parle de beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Le modèle capitaliste a explosé et vive l'innovation, vive le collaboratif, vive l'ensemble, parce que je pense qu'aujourd'hui, le jeu s'est effacé aux dépens de nous. Et puis voilà, donc c'est toute l'idée, on a tous à gagner. Voilà, par exemple, par rapport à ce podcast, Marco gagne de l'audience, gagne de l'Afrique, Omar gagne l'innovation, éventuellement de parler de la Factory et de diffuser les idées. Moi, je gagne aussi à partager, à imaginer, lancer bientôt un podcast. On en a parlé avec Marco. Marco, t'es là? Oui, c'est ce que... On va l'annoncer parce que voilà, la date a été choisie. C'est le mois d'octobre et le mois de septembre. On va lancer Corpo Diem, donc Carpe Diem et Corporate, qui va être lancé en triptyque à travers l'honorable Marco et toute son expertise, parce qu'il nous fait suivre aujourd'hui une formation exceptionnelle, je le dis, je le répète, merci Marco, et avec le partenariat de la Factory aujourd'hui, on va parler d'innovation, on va parler d'échecs, on va parler d'acculturation digitale,
On va parler de start-upers, on va parler des grands comptes et éventuellement de leur intérêt aujourd'hui par rapport à l'innovation, des nouveaux cadres de loi qui vont arriver au Maroc pour voilà, permettre à la start-up de ne pas être cloisonnée par rapport à des lois qui sont d'un temps passé, qui sont applicables pour les grands comptes, sachant que la start-up n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir, voilà, donc en termes d'imposition. Donc il y a pas mal de choses et on avait envie de le mettre en lumière. Donc d'où l'idée de sortir Corpo Diem, parce que chaque jour suffit sa peine. Et voilà, donc je suis très heureux de pouvoir l'annoncer en prime time sur ton émission, Marco. Merci beaucoup pour toute l'aide, on va dire. Tu es vraiment la partie émergée de l'iceberg, 80%. On n'est que la partie visible et il faut le reconnaître. Et merci aussi à Omar Amrani, à Mehdi El-Alaoui et à la Factory de nous faire confiance et de pouvoir lancer en octobre. Voilà, donc la première émission, Corpodiem, 2 fois par mois, une fois chaque quinzaine. On n'a pas encore choisi le jour. Omar, je te laisse la parole pour que tu puisses un petit peu rebondir sur ça. Ben écoute, Karim, franchement, je suis très content de cette annonce et effectivement que la Factory puisse être partenaire de ce concept. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois que pour qu'un pays puisse innover, il faut rétablir la confiance. La confiance est un élément indispensable. C'est l'une des 4 valeurs de la Factory avec la co-innovation, le pragmatisme et la passion. Parce que comme je pense que tu disais tout à l'heure, c'est vrai nous à la Factory, on est des passionnés d'innovation. Mais la confiance est un élément très très important. Pouvoir vraiment parler des sujets de manière transparente, vraiment expliquer les problématiques, pourquoi certains y arrivent, pourquoi certains d'autres n'y arrivent pas, en brisant les tabous, en se lâchant sur la partie pourquoi, parce qu'il faut dire la réalité. Au Maroc, on est encore dans cette démarche que chaque fois qu'on fait quelque chose d'intéressant, ou en tout cas on essaie de faire des choses positives, il y a toujours un esprit de doute qui plane et qui dit ouais, ceux-là ils le font pour l'argent ou ceux-là parce qu'ils sont culturel. C'est ça. Et voilà, non, parce que ceux-là, ils sont connectés avec le gouvernement. Ouais. C'est pas vrai, qui sont pas fondés. Je vous dirais que c'est pas quelque chose qui est unique au Maroc. On a les mêmes problématiques ici au Québec. Dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de trucs qui touchent de près ou de loin au gouvernement, inévitablement, les gens vont se rabattre là-dessus. Ils vont dire. Donc c'est humain. C'est pas marocain, c'est pas canadien, c'est humain. Non, exactement. Ouais, justement, donc du coup, nous, on essaye de travailler très très fort pour faire taire toutes les mauvaises langues, en disant que nous, on part sur la confiance mutuelle de l'écosystème, de ceux qui veulent bien faire. Et on essaie d'avoir des résultats pragmatiques, des résultats concrets pour dire que voilà, vous aurez beau critiquer, vous pouvez passer votre temps à critiquer, mais nous, en attendant, on avance, on essaie on est capable de montrer qu'on a du résultat et qu'on essaie d'en faire plus chaque année. Merci beaucoup à vous deux. Karim, merci beaucoup d'avoir fait le petit hiatus en fonction de ton podcast parce que justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, à notre niveau, à notre niveau à nous, Karim et moi, on fait un petit peu d'innovation aussi. On aide les gens justement à se lancer en innovant, en osant se mettre en avant via le podcast. Donc, je pense que ces jeunes-là, les jeunes startups et les jeunes en général ont vraiment besoin de cette espèce de culture de l'innovation-là qui est pas donnée à tout le monde et qui, je pense, qui a besoin d'être développé et d'être cultivé au fil du temps. Donc, oser se mettre en avant, comme on disait tantôt via le podcast, de notre côté à nous, parce que on en parle déjà depuis quelques semaines, la fameuse académie du podcast que les gens peuvent suivre. Mais sinon, je pense que la culture de l'innovation telle qu'on la connaît à la Station F, je pense que c'est définitivement quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est nécessaire pour l'avancement des startups un peu partout dans le monde. Petite question, Marco, s'il te plaît. Si tu voulais nous dire en 30 secondes, aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la puissance du podcast? Qu'est-ce qu'il prend en tant que média par rapport aux autres médias? Je sais que tu as les chiffres. Je sais que tu as un petit peu par rapport à Google, qu'est-ce qu'elle est en train de faire par rapport à l'algorithme. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ce support média ou éventuellement ce média en l'état brut?
Ben, au moment où on se parle, le podcast est vraiment dans ses premiers balbutiements en français. On s'entend parce qu'en anglais, il y a énormément de podcasts. En fait, énormément de podcasts. Tout étant relatif, mais je parle au niveau anglophone versus francophone, il y a énormément de podcasts. Au niveau francophone, il y a seulement... en fait, il y a moins de 12 000 podcasts francophones à travers le monde. Donc, c'est très, très, très embryonnaire comme méthode de communication, comme format de communication. Donc, c'est sûr et certain que au moment où on se parle, les gens qui veulent sauter dans le train, qui veulent vraiment se faire voir d'une nouvelle façon, communiquer avec leur audience, avec leur clientèle, avec leurs prospects d'une nouvelle façon, le podcast, c'est définitivement quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui va être en mesure de vraiment, être en mesure de porter l'authenticité de leur marque et de leur personnalité d'entrepreneur au-delà de simplement communiquer par texte, par exemple, ou via les médias sociaux. Donc, c'est définitivement un format qui est en vogue et qui va par justement les annonces, comme tu l'as dit, Karim, les annonces que Google a fait, qui veulent doubler la population de podcasts dans les prochains 18 mois à travers le monde. Donc, définitivement qu'au moment où on se parle, il y a une vague. Comme il y a eu au début des années 2010, il y a eu une grosse vague au début des années 2010, spécialement au niveau anglophone. Et là, je pense que la vague, elle est vraiment d'envergure mondiale parce que quand Google se met de la partie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe présentement. Donc, c'est là effectivement que Corpodium va intervenir au Maroc. Ça va être le petit frère. Et puis, il y aura le grand frère qui est Workatelling, qui sera un format qui est dédié aux entreprises. C'est-à-dire de créer des podcasts pour les entreprises marocaines d'abord, africaine après, toujours en collaboration avec la Factory. Donc voilà, le grand frère qui est Corpodium pour les start-upers. Et puis après, on aura des invités qu'on fera amener, notamment, qu'on invitera lors de Corpodium pour croiser les regards, comme le dit si bien Omar Amrani, et d'avoir ces entreprises-là après qui voient de leur propre jeu la valeur aujourd'hui d'un podcast à l'intérieur de leur entreprise en tant que média propre pour le développement de la culture d'entreprise, communication interne, externe. On en parlera sur la première émission en octobre, on vous dira les dates de Corpodium et on fera l'annonce tous ensemble de Workatelling. Donc voilà. Moi, j'étais très heureux d'être parmi vous. C'était Karim Ben Khmis et puis merci Omar Amrani d'avoir été avec nous. Merci Marco d'avoir été, comme d'habitude, un hôte exceptionnel. Hein. Et si on prend Marco, on la change, c'est dans le Maroc. Tu vois, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Exactement. Très heureux. Merci beaucoup, Omar. Merci à Karim également pour votre participation sur cet épisode. Et puis, j'espère qu'on va se reparler très bientôt, messieurs. Merci beaucoup à vous et puis à très prochainement, effectivement. À très prochainement. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Encore une fois, un gros merci à Omar Amrani, notre invité du jour, ainsi qu'à Karim Ben Khmis, mon co-animateur habituel pour les hors-série Africa pour cette superbe émission. Je pense qu'on a pu découvrir encore une fois toute la force de cette innovation collaborative-là. Et on a ça à Montréal, on a ça en France et il y a ça également au Maroc. Alors pour les startups qui nous écoutent et qui désirent se lancer un peu plus loin dans le développement de leur marché, peut-être en Afrique ou un peu partout, je pense que ça nécessite peut-être de passer au moins faire un tour par la Factory pour voir un peu ce qui se passe de ce côté-là et voir s'il n'y a pas des opportunités, soit de développement ou carrément de collaboration ou d'association avec les startups qui sont déjà en place. Alors, définitivement, un projet qui gagne à être connu et qui va probablement être gagnant dans les prochaines années du côté de Casablanca. La semaine prochaine, je vous présenterai les résultats de ce qu'a rapporté à mon entreprise le podcast L'Accélérateur après les 130 premiers épisodes. Je vous donnerai un peu un topo de ce que peut rapporter un podcast, autant au niveau de la notoriété, au niveau des contacts, au niveau pécunier. Alors, ne manquez pas cet épisode-là. C'est l'épisode 131 la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Et c'est à ce moment-là que je vous livrerai tous les secrets qui ressortent justement des 130 premiers épisodes de L'Accélérateur. Voilà donc qui termine cet épisode 130. Je vous donne rendez-vous, comme je vous le disais tantôt, mercredi prochain pour l'épisode 131. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!